Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de 6 étudiantes de l'Université de Montréal qui vont nous parler justement de leur expérience dans leur programme en lettres et langues. Nous avons également avec nous un invité qui contribuera possiblement à répondre à certaines de vos questions. Donc, chers invités, je vous invite à vous présenter. Mon nom est Amélie Clermont-Trottier. Je suis présentement à la rédaction de mon mémoire de maîtrise en études hispaniques. En même temps, de façon parallèle, je suis à la mineure en études catalanes. J'ai aussi fait le bac en études hispaniques, puis une majeure en linguistique. Moi, je m'appelle Caroline Dubé. Je fais présentement ma maîtrise en sciences de l'information à l'EPSI, soit l'École de bibliotonomie et des sciences de l'information. Je suis vraiment heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, en fait, pour vous parler de mon expérience. Ça fait maintenant, c'est la deuxième année que je suis à l'Université de Montréal. Salut, c'est Carolina. J'étudie en traduction. Je suis à ma deuxième année. Je suis à la majeure, justement, puis je vais faire une mineure en linguistique par la suite. Allô, je m'appelle Émilie Piché, je suis à ma deuxième année d'études cinématographiques. Ça ressemble à ça. Donc, moi, c'est Marianne. Je suis en deuxième année du bac de littérature de langue française. Moi, c'est Marie-Pierre. Je suis à ma deuxième session du bac en linguistique. Donc, j'ai commencé à l'automne. Et c'était un retour aux études pour moi. Avant ça, j'ai été traductrice à temps plein pendant longtemps. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Provost. Je suis conseiller en communication à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, j'assisterai ma collègue Sarah pour répondre à vos questions par écrit dans le QR. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Je vais débuter avec ma première. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Université de Montréal et votre programme? En fait, c'est pour l'ambiance du campus qui est un peu bizarre comme caractéristique principale en temps de pandémie, là, mais j'ai eu l'expérience dans différentes universités à Montréal, puis l'Université de Montréal m'a vraiment attirée par sa chaleur, son ambiance, le fait qu'on soit sur notre montagne, qu'on soit bien tranquille, puis bien évidemment le choix des différents programmes, puis la possibilité aussi de prendre des cours au choix, des cours hors programme pour découvrir différentes choses. De mon côté, avant de faire la maîtrise, je faisais un bac en histoire, puis c'était vraiment tout l'aspect de la recherche qui m'intéressait, là. Donc, trouver de l'information, trouver mes sources, travailler dans les archives. Puis, j'ai découvert le programme de la maîtrise en sciences de l'information à l'Université de Montréal, qui correspondait vraiment, qui venait vraiment répondre à mes besoins au niveau de la gestion de l'information. Puis finalement, ce programme-là, c'est en fait une maîtrise professionnelle. Fait que j'aimais vraiment cet aspect-là, que c'était pour me former pour vraiment dans une visée professionnelle et non seulement recherche. Puis, ça s'offre à l'UDM ou à McGill. Puis pour moi, c'était super important de venir à l'Université de Montréal parce que c'est une institution francophone. Je vais continuer à apprendre en français, puis aussi parce qu'elle se démarque là, dans le monde de la recherche. Pour ma part, en traduction, c'était vraiment l'expérience que l'Université de Montréal offrait, le professionnalisme des enseignants, aussi les associations étudiantes, pour de vrai, comme quand je suis allée parler aux gens aux portes ouvertes, c'est vraiment les gens qui sont venus comme m'attirer et me parler des activités qu'ils faisaient. C'est quelque chose qui dans le fond, qui tient beaucoup à cœur, là, de venir et de me faire des amis, de pouvoir avoir un bac pas toute seule, mais vraiment avec tout le monde. J'ai choisi l'Université de Montréal. C'est assez comique parce que quand j'étais petite, je voulais être médecin. Puis avec mes parents, à un moment donné, on était en vacances à Montréal et on est juste passé devant l'Université de Montréal et j'ai décidé, j'avais comme 8 ans, que je voulais étudier là. Effectivement, je n'ai pas continué en médecine parce que ça ne me tentait pas tant, mais quand j'ai dû choisir pour l'université, je me suis dit que tant qu'à réaliser une partie de mon rêve, j'étais aussi bien d'y aller à l'Université de Montréal et je ne le regrette pas. Pour ce qui est du cinéma, j'ai commencé au cégep, j'ai fait un DEC en cinéma. C'est là que j'ai vraiment compris c'était quoi de triper sur une matière et vraiment en manger à tous les jours. J'ai voulu au début aller comme élargir mes horizons en allant en communication, mais j'ai réalisé que c'est le fun de la communication, mais pas autant que le plaisir que j'avais en cinéma. Donc, je suis revenue faire un bac en cinéma. Fait que je suis juste changée, je suis restée à l'Université de Montréal, puis c'est vraiment un bon choix. C'est un bon bac et des bons professeurs, puis une bonne association étudiante aussi, donc c'est ça. J'ai choisi l'Université de Montréal suite aux recommandations d'un ancien enseignant de littérature au cégep et aussi pour la excellente qualité des cours qui sont offerts au bac en littérature de langue française, entre autres.
moi, c'est ça, traductrice à temps plein. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je dévorais des podcasts de pop linguistique, puis qu'à chaque fois que j'essayais d'apprendre une nouvelle langue, mais j'avais plus d'intérêt à comprendre comment la structure de la langue fonctionnait qu'à vraiment essayer de parler la langue puis de communiquer. Fait que tout ça a mijoté longtemps. Je pensais à revenir aux études, puis là, dans le contexte de pandémie, les inscriptions de l'UDM qui étaient ouvertes jusqu'à super tard dans l'été, j'avais entendu parler du nouveau bac en traduction, puis tout s'est comme aligné, puis c'est vraiment un addon que ce soit l'UDM plutôt qu'ailleurs, mais j'aurais pas pu être plus heureuse, là. Tout est vraiment mieux que ce que je m'attendais, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup de vos réponses. J'ai une prochaine question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de vos formations? Est-ce que ce que vous apprenez là, en ce moment, c'est à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous êtes satisfaite? De façon personnelle, c'est sûr que ma formation est plus que complète parce que ça fait depuis 2012 que je suis à l'Université de Montréal. Donc, je suis une vendue. Vous ne pouvez pas me parler en mal de l'UDM, c'est impossible. Mais en fait, ma formation, selon moi, c'est ça, est plus que complète parce que simplement, c'est des intérêts personnels qui se sont transformés en aspirations professionnelles. Donc, tranquillement, je suis en train de me bâtir ma carrière en recherche. C'est sûr que pour l'instant, je suis en rédaction de mon mémoire. De façon parallèle, pour le plaisir, j'ai commencé ma mineure en études catalanes. Pour l'instant, j'ai un cours de littérature que j'adore. C'est des petits groupes, dans le cas des cours de langue moderne. Des petits groupes, l'échange est très facile. Les professeurs se sont vraiment très bien adaptés au Zoom. Donc, pour le moment, c'est très rassurant parce que justement, il y a une possibilité d'échange. En langue moderne, c'est quand même des petits groupes. Ce qui est le fun aussi, si je peux parler, par exemple, du bac en études hispaniques, il y a un petit tronc commun, mais après ça, il y a énormément de blocs possibles avec des choix vraiment multiples. Donc, c'est vraiment à l'étudiante de former son diplôme. Donc, c'est super intéressant. Donc, moi, je suis vraiment très satisfaite des choix de cours puis de la formation en général. Je suis vraiment satisfaite de ma formation aussi. Pour vrai, je ne pouvais pas vraiment demander mieux. J'ai une formation qui est vraiment complète, je dirais, parce que moi aussi, comment ça fonctionne? J'ai 6 cours obligatoires, 15 cours complémentaires à choix, si on peut dire, puis le stage. Donc, ça nous permet d'en apprendre sur tout, mais aussi de choisir nos cours selon dans quelle voie on veut se spécialiser. Puis, le stage permet vraiment de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Puis, pour vrai, moi, je réalise que ce que j'ai appris dans mes cours, c'était super bon. Je suis vraiment à l'aise, je me sens prête, en confiance pour aller sur le marché du travail. Puis, même avec la pandémie, avec les Zooms, avec les Teams, j'ai pas eu l'impression que ma formation elle a été touchée par ça, honnêtement. Ouais, je suis vraiment reconnaissante par la formation que j'ai eue. Puis, tout ça aussi dans une ambiance très familière. En sciences de l'information, c'est un département qui est plutôt petit. On a vraiment des bonnes relations avec la direction, les professeurs. Puis je pense que ça rend le processus beaucoup plus facile et agréable. Ce qui m'a particulièrement fait accrocher en traduction, c'est le fait que, en fond, c'est très pluridisciplinaire. On peut faire de la rédaction, de la révision, de la relecture. Puis dans le fond, avec les stages, ça vient nous permettre de commencer notre carrière pendant nos études. Personnellement, j'ai des stages pendant mes études, puis comme je sais que je vais être setée du moment que je vais sortir de l'université pour commencer, on va dire, en cabinet ou à mon compte. Puis je pense que c'est vraiment, dans le fond, l'avantage que l'Université de Montréal m'a offert par rapport à ma formation. En cinéma, c'est sûr que c'est à l'Université de Montréal, c'est un programme qui est un peu plus technique que pratique. Cependant, là, en ce moment, il y a une réforme du bac. Donc, je crois que si je ne me trompe pas, c'est l'année prochaine, il y a une réforme, donc il va y avoir quelques cours pratiques de plus. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de cours théoriques. Mais le point positif, c'est que c'est beaucoup de cours différents. Tu sais, là, en ce moment, j'ai un cours d'économie du cinéma, tu as des cours de cinéma numérique, de cinéma d'animation. Donc, c'est possible d'avoir une palette qui est vraiment complète par rapport à tous les systèmes de cinéma. Pour bien se, tu sais, mettons, moi, je sais que le cinéma d'animation, c'est pas nécessairement quelque chose que je veux faire. Donc, je peux, après avoir eu le cours, je peux dire cela. Donc, je suis capable de savoir que je n'irai pas travailler là-dedans. Donc, on est capable de vraiment avoir une palette qui permet de bien choisir, vu qu'on est capable d'avoir beaucoup d'expérience dans beaucoup de les petites parties du cinéma. Il y a aussi des cours pratiques, il y a un stage qui est disponible, il y a des projets dirigés aussi. Donc, il y a quand même une partie pour les gens qui sont plus attirés vers la technique qui est facile à faire. Donc, c'est pas, il y a des cours qui sont contingentés, mais quand même, si on veut les faire, on peut les faire. Donc, il y a une possibilité d'avoir une expérience pratique quand même assez complète avec les cours qui sont offerts à l'Université de Montréal.
Les professeurs, c'est aussi, ça arrive que c'est souvent les mêmes. C'est arrivé quand même souvent que j'ai eu 2-3 fois le même prof. Donc, il y a quand même une relation qui peut se baser avec ces enseignants-là et même un possible partenariat professionnel plus tard, parce que souvent, les enseignants, c'est des chargés de cours qui ont des compagnies, ils font des courts-métrages, des documentaires. Donc, veux pas, c'est un petit réseau qui peut se créer avec ces enseignants-là quand on se donne la peine de bien travailler avec eux. Donc, oui, c'est quand même, c'est un bon département, c'est un bon programme, puis c'est des bons enseignants et des bons cours qui sont offerts aux étudiants. Je suis très reconnaissante pour ma formation, qui n'est pas finie. Je trouve que vraiment la qualité des cours est excellente. Puis un peu comme Émilie, on a beaucoup en première année de cours d'introduction, donc ça permet vraiment de nous enligner. Là. Il y a par exemple un cours d'introduction en francophonie, en littérature québécoise, en littérature médiévale. Donc tout ça me permet vraiment de m'enligner pour savoir ce que je veux faire plus tard. Je suis juste à ma 2e session, puis j'ai décidé de faire le plus de cours de tronc commun obligatoire parce qu'il y a plusieurs profils pour le bac en linguistique qui existent. Fait que tous les cours de sous-discipline de la linguistique, la phonologie, la phonétique, la morphologie, sémantique, toutes ces choses-là, puis ça donne tellement des bonnes bases à partir desquelles on peut construire après. Et on commence déjà à la 2e session à voir comment il y a des concepts qui s'entrecoupent d'une discipline à l'autre, comment ça forme un gros système à partir duquel on peut aller plus loin après, puis le bac est vraiment bien construit pour ça. On a tellement de choix dans les cours à option pour aller vraiment personnaliser notre parcours, puis choisir qu'est-ce qu'on aimerait étudier, puis quelle approche, puis quel angle on aimerait prendre pour développer notre étude de la linguistique. C'est vraiment le fun. Puis déjà, juste avec la base qu'on a, il y a des conversations puis des groupes de discussion qui s'organisent à l'extérieur des cours entre les étudiants et les profs. Il y a déjà plein d'échanges qui se font parce que la base est bonne, puis on peut partir de là, même si on a juste la base pour commencer à échanger des idées puis pousser plus loin. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai une autre question pour vous. Quelles sont vos aspirations pour le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier plus tard? En fait, dans le cadre de ma recherche de mémoire, ben forcément, moi, je travaille sur l'éducation des enfants sourds au Mexique. Donc, de façon parallèle, je travaille déjà dans un centre d'alphabétisation. Puis, je suis en train de monter des projets de recherche. Donc, moi, c'est vraiment la recherche en éducation. Puis, c'est sûr que là, de façon parallèle avec ma mineure en études catalanes, ben il y a quelque chose à aller créer aussi, ce petit partenariat-là qui pourrait être créé avec la Catalogne et la langue des signes de Catalogne. Donc, le responsable du programme de la mineure en études catalanes est très, très content de m'avoir à ses côtés. Mais bon, bref, la recherche, pour moi, ça c'est certain, sur l'accessibilité de l'éducation des enfants sourds, de mon côté. Moi, j'aimerais être bibliothécaire. Tout simplement. Présentement, je fais mon stage dans un milieu collégial, puis je trippe. Mais quand même, ma job de rêve, là, ça serait d'être bibliothécaire à la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec pour vraiment mettre ensemble ma passion pour l'histoire puis ma passion en sciences de l'information. Moi, à court terme, j'aimerais terminer ma majeure en traduction et aller faire une maîtrise en linguistique. Je sais que c'est random, mais dans le fond, c'est 2 sujets qui m'intéressent. Puis avec l'université qui nous permet autant de flexibilité, je peux prendre des cours de mineur de linguistique pour m'avancer, justement. Puis je sais que je pourrais par la suite toujours traduire à mon compte ou en entreprise si ça me tente. Pour ma part, après mon baccalauréat, je vais aller faire un DESS dans le fond en enseignement collégial pour avoir la possibilité d'enseigner du cinéma au cégep. En fait, moi, c'est un plan sécuritaire parce que le milieu du cinéma, c'est quand même... Oui, c'est un milieu avec un certain nombre d'emplois sûrs, mais veux pas, le milieu des médias, c'est un milieu qui dépend de l'argent, qui dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, avec la COVID, il y a des postes qui ont été coupés, il y a des projets qui ont pas... Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, donc je veux avoir la possibilité d'avoir une stabilité financière qui me permet de payer mon loyer si jamais il y a une autre pandémie mondiale dans 10 ans. Mais c'est sûr qu'ultimement, j'aurais vraiment mon rêve, ça serait vraiment de travailler à écrire des scénarios, écrire des films, écrire des séries télé, avoir la possibilité de travailler sur des plateaux qui serait vraiment ultimement mon but. Dans le meilleur des cas, je vais pouvoir faire les deux. Je vais pouvoir enseigner, qui a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire quand j'étais petite, tristement pour mon frère et ma soeur qui devaient endurer mes cours de mathématiques. Mais dans le meilleur des mondes, je vais être capable d'enseigner en même temps, de travailler dans le domaine du cinéma. Donc, on se croise les doigts.
Je me suis toujours pas décidée. J'aimerais beaucoup m'enligner vers l'enseignement, mais aussi le milieu culturel là, qui est vaste. Donc, c'est ça. C'est vraiment mes deux champs d'intérêt principaux. Moi, je vais continuer à faire de la traduction ad vitam. J'aime beaucoup ça, j'en fais encore à la pige. Puis pour ce qui est de la linguistique, j'aimerais beaucoup étudier la langue inclusive, comment est-ce qu'on peut avoir plus d'inclusivité puis plus d'accessibilité en se servant de la langue comme ça. J'aimerais faire de la consultation linguistique aussi pour aider ces objectifs-là. Puis sinon, j'aimerais étudier les français insulaires et le français madelinois parce que je viens des Îles-de-la-Madeleine, puis il n'y a pas beaucoup de linguistes qui sont passés par là. Il y a plein de belles choses encore qui n'ont jamais été étudiées ou qui ont été étudiées il y a 100 ans, puis qu'on s'entend la langue, ça évolue. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous parler des opportunités de stage dans vos programmes? Dans le cadre du baccalauréat en études hispaniques, il y a des possibilités de séjour de recherche, de stage aussi. Je vous dirais peut-être plus en fin de parcours pour mettre un peu à profit ce que tout le monde a pu apprendre au cours des sessions. Ça peut être dans des centres culturels, dans des écoles de langue, peut-être plus pour assouvir une certaine curiosité, parce que c'est sûr qu'après ça, dès qu'on passe à la maîtrise en études hispaniques, on a un volet enseignement de l'espagnol. Donc là, il y a vraiment des stages professionnels dans des écoles pour former le prochain professeur ou la professeure d'espagnol que vous aurez au collégial. Donc, c'est vraiment des trucs très concrets. Puis moi, comme je fais la recherche, j'ai pas de stage, mais c'est possible. Même chose de mon côté, il y a soit l'option de faire la maîtrise avec le parcours recherche. Donc, tu as moins de cours, tu fais une recherche, tu n'as pas de stage non plus. Puis si tu prends le parcours professionnel, là, tu as vraiment un stage à la fin de tes 2 ans. Puis c'est super bien fait parce qu'en fait, tu as vraiment une discussion avec les gens du département, avec les coordonnatrices de stage pour savoir, bon, toi, selon tes qualités, tes intérêts, dans quel milieu tu fitterais le plus pour faire ton stage. Puis ça peut être vraiment dans n'importe quel milieu, que ce soit dans le milieu scolaire, universitaire, collégial, dans le milieu de la santé, dans les centres d'archives. C'est vraiment large, fait que c'est sûr que tu vas réussir à trouver un stage là, qui va te plaire, puis tout ça en travaillant avec les gens du département. En traduction, dans le fond, selon le cheminement qu'on prend, si on prend le cheminement régulier, on peut choisir de faire un stage pendant nos études, après la première année. Ou sinon, si on prend le cheminement coop, c'est vraiment comme on alterne les sessions d'études et de travail. Ça permet d'avoir une expérience professionnelle du moment que tu sors de l'université. Puis ça paraît bien sur un CV, évidemment. Puis en même temps, tu peux voir de quoi ça a l'air vraiment le programme appliqué concrètement. C'est ça. En cinéma, en 3e année, la possibilité de faire un stage. Là, je ne suis pas rendue là encore, donc je ne sais pas exactement c'est comment. Mais ça doit être un stage dans le milieu, donc sur un projet, une production. Encore là, il y a une liste de banques de stages. Fait que tu vas avec si toi, tu veux être producteur, peut-être que tu peux faire un stage dans une banque de production. Il y a plusieurs facteurs, puis beaucoup de différentes variantes à ce que tu préfères. Sinon, nous, c'est beaucoup des cours pratiques du style faire des films. Il n'y a pas beaucoup de stages, il y a une offre de stage, mais sinon, c'est beaucoup des cours où tu fais des films. Donc, tu ne fais pas de stage, mais tu fais quand même des films au final. Tu as de l'expérience juste pas dans un domaine professionnel. En littérature de langue française, au bac, il existe 2 stages en 3e année là, qui sont offerts, qui sont en édition puis en théâtre. Je ne les ai pas encore faits non plus, donc je ne peux pas témoigner, mais ça a l'air intéressant. En linguistique, il y a l'option de faire un stage ou un travail dirigé en 3e année, mais c'est vraiment pas obligatoire. Puis j'imagine, moi, c'est pas vers là que je me dirige, je suis peut-être pas la bonne personne à qui le demander, mais j'imagine que c'est plus pour les gens qui ont vraiment choisi une sous-discipline de la linguistique, qui savent qu'ils veulent aller travailler là-dedans de façon pratique. Fait que, mettons, les gens qui veulent devenir lexicographe demain matin, ce serait une bonne option.
Mais c'est ça, dépendamment des programmes puis où ça s'en va. Il y a des sous-disciplines pour lesquelles c'est plus pertinent de faire un stage, puis d'autres pour lesquelles la recherche s'applique vraiment plus. Fait que ça reste une option. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. Comment est-ce que vous qualifiez la charge de travail dans vos programmes? Je dirais beaucoup de lectures, dépendamment des cours. C'est sûr, des cours sur la littérature, des cours d'histoire, des cours de culture, des cours de linguistique, de l'espagnol, du catalan, etc. Il y a des lectures à faire, c'est certain. Des discussions en groupe, il faut être préparé. Comme je vous disais au début, les groupes ne sont pas très gros. Donc, c'est sûr que le professeur va s'attendre à avoir une interaction forcément avec ses étudiantes et ses étudiants. Donc, il faut arriver préparé, intéressé, mais bon, après, si vous choisissez le programme, normalement, vous l'avez déjà, cette petite caractéristique principale-là qu'on s'attend. C'est ça, de l'implication, de la curiosité. Donc, ça vient vraiment avec la charge que vous voulez y mettre, mais c'est sûr qu'on ne parle pas, par exemple, d'un programme de médecine où vous avez 4 heures d'études à faire par jour. Donc là, on laisse ça de côté. Mais si vous avez l'intérêt, vous allez vouloir faire des lectures complémentaires, aller faire un peu de recherche sur Internet pour compléter tout ça. Donc, c'est sûr que ça peut vous amener très loin. Mais vous pouvez aussi très bien réussir en faisant ce que le prof vous demande, puis en interagissant de façon régulière avec les étudiants, tout ça. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je dirais que la charge de travail est très équilibrée. Honnêtement, je trouve que ça se fait super bien. Oui, on a des lectures, on a beaucoup de travaux pratiques, mais on ne se tanne pas, ce n'est pas que des examens à apprendre par cœur. On se pratique. Fait que ça se fait super bien. Puis oui, comme l'a dit Amélie, on peut toujours pousser plus loin avec les lectures complémentaires et tout. Mais moi, je trouve que la charge de travail est parfaite parce que ça me permet de travailler en même temps, de m'impliquer, de faire des activités. Fait que ça fait vraiment, c'est bien équilibré. Puis, c'est ça. Fait que je dirais que ça se fait bien. C'est ça. C'est pas un bac en médecine ou un doc, je ne sais plus, mais c'est ça. Honnêtement, si on se compare à d'autres programmes, j'ai l'impression que traduction, il y a une charge de travail très minime. Tu peux travailler à ton compte en même temps ou à temps partiel sans te sentir dépassé. Dans le fond, le programme est aussi offert à temps partiel si quelqu'un voudrait découvrir d'autres horizons en même temps ou comme maintenir ses intérêts. Puis honnêtement, je trouve que ça donne aussi un bon équilibre de vie. Puis on peut s'informer puis lire sur d'autres sujets qui nous passionnent. Mais en cinéma, c'est quand même, dans le fond, la grosse charge de travail, c'est beaucoup des films. Le point positif, c'est que plus tu avances dans le programme, plus tu as déjà vu les films qu'on te demande d'écouter. Donc, ça te fait ça de moins à regarder. Mais c'est beaucoup de films. Il y a aussi, c'est sûr qu'il y a des textes, il y a des cours plus théoriques, dont par exemple un cours qui s'appelle Théorie du cinéma, où c'est majoritairement des textes à lire parce que c'est de la théorie. Mais c'est sûr qu'en général, dans les cours, pour ma part, c'est vraiment, c'est 3 heures de cours et puis on a environ 3 heures de travaux par semaine. Moi, ça ne me prend pas ça. Ça dépend des cours aussi, c'est pas tous les cours qu'il y a des textes qui sont obligatoires. Il y a des cours où est-ce qu'il y a 2 textes obligatoires, 8 textes facultatifs. Ça dépend vraiment, mais c'est vraiment une charge qui est tout dépendamment du cours et de la personne qu'on est, mais quand on prend la peine de bien écouter le cours puis aller lire les textes si on ne comprend pas, honnêtement, c'est une charge de travail qui est vraiment pas si grosse que ça. Ça peut être beaucoup, mais ça prend de l'organisation puis ça se fait très, très bien selon moi. En littérature de langue française, c'est sûr que la charge de travail est conséquente avec la lecture des romans, des œuvres, là. Donc, c'est un incontournable, on ne peut pas passer à côté. Mais autrement, bon, c'est pas pour tous les cours, encore une fois, qu'on doit lire un livre par semaine. Par contre, pour certains cours, ça va être le cas, donc c'est quand même à considérer. Puis, pour les autres cours, la charge de travail là, est vraiment, ça égalise beaucoup puisqu'elle est beaucoup moindre là, que lire un livre pendant 2 heures, pendant 3 heures le soir. En linguistique, la charge de travail, c'est au début beaucoup de déconstruction de concepts, de choses qu'on pensait qu'on savait avant, déjà sur la langue parce qu'on parle toute une langue. Fait que les lectures ont l'air denses, il y en a pas tant que ça, mais c'est vraiment de comprendre les concepts, puis après, tout est construit un par-dessus l'autre. Fait que la charge de travail
est un peu la même, mais de plus en plus facile à gérer. Puis dans le cheminement que j'ai choisi pour le bac, on a aussi au moins un cours de langue à faire. Comme là, moi, je suis en train d'apprendre l'Innu. Fait que l'Innu, au début du cours, était vraiment compliqué parce que c'est vraiment loin du français. Mais là, plus j'avance en linguistique, plus c'est facile d'apprendre l'Innu parce que les concepts d'une matière aident à comprendre l'autre. Fait que c'est vraiment, vraiment agréable. Plus on creuse dans un sujet, plus l'étude est facile, puis plus on peut aller chercher les concepts qu'on a déjà compris, puis plus l'étude se fait un peu tout seul, puis on fait les lectures, on en jase sur Zoom avec d'autres étudiants, puis c'est ça notre étude. Merci beaucoup. Maintenant, on a un participant qui se demande en fait comment ça se passe pour vous, les études à distance. Pour ma part, c'était un peu chaotique à l'automne. Là, j'ai l'impression que j'ai repris le dessus. Concernant ma recherche, en tout cas, c'est une grosse problématique pour les personnes en rédaction parce qu'on pourrait faire ça toute notre vie. On peut en rêver la nuit, puis c'est pas nécessairement concret comme un cours. Je vous rappelle, là, j'en ai 2 en parallèle. Fait en parlant, c'est ça, de la rédaction. À l'automne, je me dis, j'ai 2 heures aujourd'hui, je vais travailler sur ma recherche. Mais là, le fait pour réussir à se plonger, ça fait déjà 2 heures. Donc, bon, cette session-ci, j'ai vraiment réussi à me réserver des temps vraiment par semaine où je travaille sur ma recherche. J'ai aussi un cours dans le cadre de ma mineure. Donc, j'ai mon cours, puis j'ai mon temps qui est réservé à mes lectures, à mon étude, puis à la préparation de mes examens. Donc, je pense que vraiment, l'étude à distance se résume par organisation. Puis aussi, ce qui est super important, c'est de vous garder du temps pour décrocher de votre écran, de votre ordinateur, pour que ce soit forcément très, très positif dans le cadre de vos études, parce qu'il vous faut du temps pour passer à autre chose, parce que c'est beaucoup du temps devant un écran. Donc, voilà, mon conseil. Je suis d'accord avec Amélie. Je pense que la difficulté, c'était vraiment ça, d'être devant son ordinateur à journée longue. Là, moi, à l'automne, j'avais 5 cours, puis tu fais ton cours, après ça, tu fais ton travail en équipe, après ce soir, tu t'avances dans tes lectures. Fait que, bref, tu es devant ton écran toute une journée, puis au fur et à mesure que les semaines arrivent, tu te rends compte que c'est pas très sain. Là. Fait que c'est vraiment important d'aller prendre une marge, d'aller s'entraîner, peu importe quelle activité vous pouvez faire. Puis sinon, le truc, c'est ça, c'est vraiment d'être organisé. Mais avec les cours, avec les délais qui sont imposés, moi, je dirais que ça a super bien été. Puis, moi, j'ai la chance aussi de faire mon stage en mode hybride, donc un petit peu en télétravail, un petit peu sur place. Fait que ça me fait prendre l'air. Je suis vraiment contente de pouvoir aller sur place là, pour m'imprégner du milieu. Donc, moi, je pourrais dire que mon expérience d'études à distance là, se passe super bien. Dans le fond, la traduction, ça se faisait déjà beaucoup à l'ordi. On était en classe, on était tous devant nos laptops, peu importe. Puis, dans le fond, c'est assez solitaire comme environnement quand tu es chez toi. Mais les associations travaillent fort pour briser l'isolement, puis mettre en place des plateformes pour qu'on puisse justement discuter, s'organiser ensemble, on va dire des discussions, des soirées de discussion, des événements réseautage, et ça du confort de notre domicile, justement. J'ai des hauts et des bas de motivation, un petit peu comme tout le monde, mais c'est vraiment l'organisation, comme mes 2 collègues ont dit, qui m'a aidé à push through jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu une question à double tranchant parce que quand tu es en 2e année ou en 2e année, quand ça fait plus longtemps que tu es dans le bac en tant que tel ou les études tout court, tu as la chance d'avoir un réseau, fait que tu as des amis, tu as des connaissances, tu as ça que beaucoup de première année n'avaient pas à l'automne. Moi, dans mon programme, je suis dans l'association étudiante et on a fait un sondage et justement à la question sur l'isolement, il y a énormément de gens qui nous ont répondu que comme ils se sentaient vraiment isolés et là, en tant qu'association, comme Caroline disait, bien, on essaie de briser l'isolement, mais là encore là, c'est difficile de faire des activités sur Zoom parce que tu as déjà passé 8 heures de ta journée sur Zoom, tu as écouté tes 3 films sur Zoom, tu as lu tes 12 textes sur Zoom, pas sur Zoom, mais sur ton ordinateur, tu as parlé avec tes amis. Tout le monde est juste tanné, donc c'est sûr que c'est difficile en ce moment avec la situation parce qu'on est tous tannés des ordinateurs.
Mais encore là, comme mes collègues ont précédemment dit, c'est l'organisation vraiment. Parce que si tu n'es pas organisé, tu ne vas pas réussir à tout rentrer. Puis c'est tellement facile de faire « Ah, mon lit a donc bien l'air confortable, je pourrais aller me binge-watch la nouvelle série de Netflix. » C'est beaucoup plus facile que de se taper sur les doigts et d'aller faire ses travaux. Fait que moi aussi, la première session, les premières semaines, je me suis plantée. La mi-session a été difficile. Et là, je commence à avoir un beat qui fonctionne vraiment pour moi. Fait que je pense que l'affaire, c'est que la première session, les enseignants avaient beaucoup de difficultés parce que veux pas. Tu sais, c'est difficile pour nous extrêmement, mais c'est extrêmement difficile pour eux. Là. Enseigner devant un écran, ça doit vraiment pas être le fun. Fait qu'il y a eu une grande adaptation qui a été faite de leur part à eux qui fait que la session en ce moment se passe mieux des deux côtés parce que les étudiants ont été habitués à ce contexte-là et les enseignants aussi parce que c'est pas facile pour personne. Donc, c'est ça. Je pense que l'adaptation, l'organisation et aussi le fait de comme accepter que c'est normal de ne pas être à 100% en ce moment, c'est très important parce que notre santé mentale est super importante. Donc, c'est normal que ça ne te tente pas à un moment donné de faire des travaux, puis ça se peut. Donc, c'est vraiment ça, je pense, le point d'ordre dans cette situation-là, là, se donner le droit de comme, se prendre des temps pour soi, puis c'est vraiment important. C'est toujours important, mais là, encore plus en ce moment avec la situation actuelle. Même chose que mes collègues. Pour moi, c'est sûr que la session d'automne a été plus difficile là, parce qu'il faut trouver la motivation de se mettre devant son écran et faire son cours. Par contre, cette session, j'ai découvert la méthode Pomodoro, qui est vraiment incroyable. Donc, ça, c'est 50 minutes d'études et 10 minutes de pause ou 90 minutes. Tu peux l'allonger jusqu'à 90 minutes. Mais bref, ça a vraiment aidé là, parce que dans mon 10 minutes de pause, je me lève, j'éteins mon écran, je m'en vais dehors si j'ai le temps, ou ben je fais mon ménage, mais ça aide vraiment beaucoup à rester motivé dans ses études. Mais comme l'a dit Carolina, moi, traduction, c'était déjà devant un ordi tout seul chez nous. Fait que j'étais déjà habituée, j'avais déjà cette routine-là d'organiser puis déjà en place. Mais ça a beaucoup aidé de faire « Ah, OK, des choses que je pourrais faire sur mon ordi, je vais faire un effort supplémentaire je vais prendre mes notes à la main plutôt qu'au clavier ou je vais prendre la peine d'aller faire imprimer mes textes ou j'ai ressorti une vieille tablette qui marchait à peine juste pour lire mes textes dans un autre contexte avec un autre angle. Puis, OK, aujourd'hui, bon, mais je vais aller étudier dans la cuisine plutôt que dans mon bureau ou pour varier ces choses-là. Puis, ce qui était difficile au début, surtout, c'est ça, moi, j'ai commencé à l'automne, fait que je connaissais personne et les plateformes étaient nouvelles pour tout le monde. On ne savait pas comment se rejoindre, on était tous un peu gênés, mais on s'est trouvés sur Messenger, puis on a fouillé dans les ressources qu'il y a. On a une plateforme pour l'université, puis il y a moyen d'aller envoyer des messages. On voit la liste des étudiants qui sont dans le cours. Fait quelqu'un qui pose une question sur Zoom, on retient le nom, puis on fait « Hey, je cherche quelqu'un avec qui me mettre en équipe. » Puis à force de ça, avec le travail que les associations étudiantes ont fait, maintenant, on a des belles plateformes, puis c'est rare si un mardi soir, mon étude est finie, je suis plus capable, j'ai juste le goût de jaser avec du monde, c'est rare que je trouve pas quelqu'un avec qui faire « Hey, le travail, le blablabla », puis parler de linguistique, mais partir sur autre chose, puis juste connecter ce qu'on aurait pu avoir avant. Fait que les plateformes mises en place par l'université aident un peu à briser aussi l'isolement de COVID, mais hors université, tu sais, qu'est-ce qu'on aurait fait de nos soirées parce qu'on ne peut pas sortir, puis parce qu'il ne se passe rien. Fait que ça va de mieux en mieux, puis j'ai l'impression que jusqu'à ce qu'on revienne à la normale, ça va juste continuer à s'améliorer parce qu'on est de plus en plus habitués, puis il y a beaucoup de gens qui veulent puis qui font les efforts pour. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous, en fait, puis on va y aller rapidement parce qu'on arrive près de la fin. Si vous aviez un conseil à donner à un futur étudiant, quel serait-il? Je pense qu'il faut s'impliquer. C'est ça la clé. Je suis dans l'association étudiante depuis 2015. Je suis maintenant la coordonnatrice générale. J'ai une belle collaboration avec les profs. J'assiste aux assemblées départementales. Je suis au courant de ce qui se passe dans mon département. J'ai une super belle relation avec les autres membres. On essaie d'aller chercher justement l'implication des étudiantes et étudiants. Donc, c'est vraiment quelque chose de super énergique. Puis, c'est ça qui maintient comme la vie sociale entourant les cours, qui assure justement de profiter à 100% de l'expérience de l'université. J'allais dire exactement la même chose qu'Amélie. Le conseil que j'ai à donner, c'est de s'impliquer. Moi, je me suis impliquée dans plein de comités. J'ai été coordonnatrice générale aussi de mon association.
Puis, ben, c'est ça, ça permet tellement de faire du réseautage avec les étudiants. Tu connais tout le monde, avec le département, mais avec le milieu aussi. Puis moi, ça m'a permis aussi de développer des compétences que je n'apprenais pas nécessairement dans mes cours, mais tu sais, par exemple, la gestion de petits projets, l'organisation d'activités, compétences communicationnelles, tout ça. Bref, je pense que ça ajoute vraiment du dynamisme et de la richesse au parcours. Puis je le conseille vraiment à tout le monde de s'impliquer. Je ne vais pas être originale, je vais dire de s'impliquer. Puis aussi, faites-vous au moins un ami parcours ou une personne avec qui discuter. Parce que des fois, c'est vraiment lourd d'avoir à vivre ça tout seul. Puis justement, de le vivre à deux, ça amène différents points de vue, différents angles, comment réfléchir. Puis c'est ça. L'asso étudiante, c'est votre ami. Pour faire un peu de changement, moi, je vous dirais de dire oui. En fait, dire oui aux activités que la FAICOM vous propose, aux activités que l'association vous propose, aux activités que vos amis vous proposent. Dites oui à aller à un 5 à 7 qui ne vous tente pas. Dites oui à aller à la maisonnée, prendre trop de shooter après, si vous voulez. Mais faites juste dire oui parce que dans le fond, c'est le moment de votre vie où vous avez la possibilité de profiter. Fait que profitez-en. Dites oui aussi. Impliquez-vous, c'est important, autant pour les autres étudiants que pour vous. Puis les relations que vous allez vous créer, c'est juste des trucs qui vont rester longtemps et ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour soi, dans le fond. Moi aussi, je vais être un peu différente des autres. Moi, je dirais plutôt de s'informer le plus tôt possible des services qui vous sont offerts parce qu'il y en a énormément. Par exemple, si vous voulez aller à un colloque dans mon association étudiante, on va vous financer. Puis, c'est des services qui sont pas connus puis qui pourtant permettent d'enrichir vraiment beaucoup votre parcours. Puis les services aussi, ça peut aussi être le soutien psychologique qui est super important, qui est plutôt au niveau facultaire. Donc, vraiment de s'informer de ce qui vous est offert. Ça va sembler comme une évidence, mais choisissez des cours qui vous font triper. Quand on a 30 pages à lire pour la semaine prochaine, mais on a le goût de se réveiller le matin pour lire nos 30 pages, ça passe tout seul. Là. Puis, même si vous voulez travailler en même temps ou même si vous n'êtes pas sûr du programme, étirez une session de plus, prenez 3 cours au lieu de 5. Comme, il y a une raison pourquoi les programmes sont flexibles et sont faits comme ça et vous allez avoir tellement plus de fun et vous allez tellement mieux apprendre si vous vous écoutez et que vous allez à un rythme qui vous va et si vous plongez dans des sujets qui vous intéressent et qui vous passionnent, ça fait tellement de différence. Donc, merci beaucoup pour vos conseils. Donc, voilà ce qui met déjà fin à cette belle séance. Donc, merci à chacune d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous entendre. Si jamais vous avez manqué une séance d'information qui vous intéressait, sachez que vous pouvez toujours la revoir sur la page vidéo sur demande du site de l'admission. Si vous voulez en savoir plus sur les dates limites et les conditions d'admissibilité, on vous invite à consulter les fiches descriptives des programmes sur le site de l'admission de l'Université de Montréal. Pour les programmes de premier cycle, il est possible de contacter l'admission par courriel, clavardage et même téléphone du lundi au vendredi. Et pour les programmes de cycle supérieur, vous faites toujours entrer en contact avec les études supérieures et postdoctorales. Enfin, on vous invite à nous suivre sur Instagram. On a une page qui s'appelle umontréal.futurétudiant, donc où vous pouvez suivre différents étudiants de l'Université de Montréal jour après jour. Donc, finalement, je vous remercie encore une fois à tous d'avoir été là et à très bientôt.